Salam alaikum, bienvenue chers élèves, toujours avec la matière de sciences de la vie et de la terre pour deuxième année de baccalauréat sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre et avec le système immunitaire. Rappelez-vous chers élèves, on a déjà parlé, on parle de système immunitaire pour défendre contre les agents pathogènes. Il y a deux types d'immunité, l'immunité naturelle et l'immunité spécifique. L'immunité naturelle représentée par les barrières naturelles, barrières mécaniques, la peau, les muqueuses, barrières chimiques et biochimiques, les sécrétions, les larmes, la sueur, et écologique, la flore intestinale. Et aussi, on a parlé de la réaction inflammatoire qui permet de stopper l'infection, l'invasion microbienne au niveau du site d'infection, le système d'écomplement, qui est une vingtaine de protéines qui s'activent en cascade, aboutissant à la formation de complexes d'attaque membranaire qui permet la destruction de l'agent pathogène ou la neutralisation de l'agent pathogène. Et on a aussi parlé d'un autre type d'immunité qui est plus spécifique. Donc, l'immunité naturelle est une immunité qui est immédiate et non spécifique. Un autre type d'immunité, lorsque l'immunité naturelle n'arrive pas à éliminer l'agent pathogène, l'immunité spécifique permet d'intervenir par des moyens plus spécifiques. Et on a vu ça on a dit qu'il y a deux types d'immunité. Immunité à médiation hémorale, dont les acteurs sont les lymphocytes P qui sécrètent des anticorps. Les acteurs à la fin sont les anticorps sécrétés par les plasmocytes. Une fois les lymphocytes B sont sensibilisés vis-à-vis l'antigène. Un antigène, on a dit que c'est une molécule capable d'induire une réponse immunitaire qui est reconnue de façon spécifique via ses récepteurs. On a dit que les récepteurs sont type d'immunoglobulines qui sont membranaires et au niveau d'une région qui est hyper variable qui reconnaît spécifiquement l'antigène. Une fois reconnu l'antigène, il s'active, se prolifère, se différencie en plasmocytes sécrétant des anticorps. Deuxième type d'immunité, c'est l'immunité, chers élèves, cellulaire. La reconnaissance de l'antigène par les cellules présentatrices d'antigène qui le présentent par le CMH2 ici. Donc, on connaît le CMH1 ici, on connaît par les T8. Il s'active, se prolifère, se différencie en T cytotoxiques, permettant la destruction des cellules infectées par virus ou les cellules. Et on a vu aussi qu'il y a l'intervention d'un autre type qui sont les LT4, qui jouent un rôle primordial, important, dans la régulation et dans la coopération en sécrétant ces interleukines, assurent la prolifération et la différenciation de toutes les cellules, toujours pour assurer une réponse immunitaire efficace vis-à-vis l'agent pathogène et l'éliminer de l'organisme. Mais parfois, l'agent pathogène subsiste dans le corps et existe durant longtemps. D'où parfois on cherche à aider le système immunitaire pour se défendre contre cet agent pathogène. Et là, on pose la question, quels sont les moyens d'aide, de réponse? Et je vous invite, chers élèves, à observer ces photos. Toujours en cherchant les moyens d'aide, la première photo, qu'est-ce qu'elle représente? Ici, protection contre la variole par l'inoculation de la vaccine. Ici, le chercheur, le Edward Jenner, un savant, 1749-1823. Protection contre la variole par inoculation de la vaccine. Donc ça nous rappelle donc, la vaccination. La deuxième photo, utilisation de sérums contenant des immunoglobulines, des anticorps tétaniques. La troisième, ici, une opération pour prélever quantité de la moelle osseuse, donc restauration des défenses immunitaires grâce à la greffe de moelle osseuse. La troisième aide pour aider le système immunitaire. Et chers élèves, on pose la question, quelles sont ces aides et comment permettre d'aider le système immunitaire dans sa fonction? Donc, c'est la question, quels sont les moyens d'aide du système immunitaire? Et on commence, chers élèves,
par la vaccination. Et on se rappelle, donc ici, on présente l'expérience. Cette expérience par M. Pasteur, qui décrit qui a utilisé les poules A et poules B. Elle a utilisé culture fraîche virulente de bactéries. Elle a laissé la culture, elle a été abandonnée, vieillie, et après des vacances, lors de son retour au laboratoire, il a trouvé les cultures vieillies abandonnées et il a utilisé cette culture. Donc, regardons, lorsqu'il injecte la culture vieillie aux poules, il observa que les poules B, donc, que se passe-t-il ici? Donc, il est encore en survie. Après, il a utilisé la culture fraîche. Peut-être qu'il a remarqué que la culture vieillie n'est pas virulente, ou que les cultures de ces bactéries, de choléra, n'exercent pas un effet, n'a pas d'effet sur les poules. Pour cela, il a utilisé la culture fraîche. Après l'utilisation de la culture fraîche, il remarqua que encore la survie. Et donc ici, on peut dire que les poules sont immunisées contre les cultures de bactéries. Pour confirmer cet effet, ces poules B ont été immunisées, il a procédé à une troisième expérience où il a injecté la culture fraîche à des poules A. Donc, le résultat, c'était la mort des poules A. Donc, ça signifie quoi? Que les poules B ont été immunisées contre les bactéries. Donc, ce qu'il fait, c'est le principe, c'est la découverte de la vaccination. On dit que sont vaccinées. Les cultures vieillies de bactéries ont été utilisées comme des antigènes, mais n'ont pas le pouvoir pathogène, mais qui ont permis de sensibiliser et d'activer le système immunitaire contre les bactéries. Donc, le principe de vaccination, on le présente ici. L'injection des taux d'anticorps antitétaniques. À chaque fois qu'on injecte des anticorps, il y a augmentation alors, à chaque fois qu'on injecte, donc on en fait une injection du vaccin, on observe qu'il y a une augmentation des taux d'anticorps antitétaniques avec le temps. À chaque vaccin, on observe qu'il y a une augmentation davantage. La réponse qui suit, elle est plus efficace et aussi elle est plus immédiate. Donc, observons, chers élèves, la réponse toujours. Et ici, le principe, rappelez-vous, le principe de la mémoire immunitaire, expliqué par l'existence des cellules mémoire dans l'organisme, caractérisées par une grande durée de vie. Et c'est ce qu'on peut dire ici. Lors du deuxième contact de l'organisme avec un même antigène, on observe un plus grand nombre de lymphocytes B et une sécrétion d'anticorps plus rapide et plus importante que lors du premier contact avec le même antigène. L'organisme a conservé des lymphocytes mémoire spécifiques de cet antigène. On dit que l'organisme est immunisé contre cet antigène. C'est ce qu'on appelle la mémoire immunitaire qui caractérise la réponse immunitaire spécifique. Maintenant, chers élèves, on va illustrer ça dans le graphique. Regardons la quantité d'anticorps dans le sang. Regardons dans le graphe. On distingue entre deux réponses. La réponse primaire, il demande du temps. C'est le temps de quoi? C'est le temps de reconnaissance pour reconnaître l'antigène. Et la réponse ici, le taux d'anticorps. Par rapport au taux d'anticorps lors de la réponse secondaire, ici on observe que le taux il est faible par rapport au taux lors de la réponse secondaire. Donc ici réponse primaire et réponse secondaire. Primaire, il demande du temps et il est faible, alors que la réponse secondaire, on observe qu'il est immédiate et plus efficace. Ceci est expliqué par l'existence des lymphocytes B sécréteurs
donc se différencient en B sécréteurs et l'existence des lymphocytes B mémoire. Lors de du deuxième contact, ces lymphocytes B mémoire sont sollicités et sont facilement se transforment en plasmocytes sécréteurs des anticorps, par exemple ici, ce qui permet la réponse efficace et la grande quantité d'anticorps. Et c'est une caractéristique, chers élèves, de la réponse immunitaire spécifique, c'est qu'elle assure une réponse qui est plus efficace et immédiate. Et on dit aussi que la réponse immunitaire spécifique, elle est acquise après une reconnaissance de l'agent pathogène, de l'utilisation et l'exploitation de cette fonction dans l'injection des molécules ou des cellules, mais ces cellules ou ces molécules doivent être atténuées pour qu'elles engendrent une réponse immunitaire. Regardons ici quelles sont ces molécules. Donc, pour stimuler les défenses immunitaires sans déclencher la maladie, on introduit dans l'organisme les antigènes d'un agent infectieux. Quels sont ces agents? Soit injection de microbes atténués, rendus inoffensifs, c'est-à-dire ne provoque pas la maladie, il est non pathogène, mais il est immunogène, on dit immunogène, capable d'induire une réponse immunitaire. L'exemple de maladies infectieuses contre lesquelles agit le vaccin, l'exemple de virus, rougeole, la grippe, ou le cas des bactéries, par exemple, de tuberculose. Exemple de tuberculose. Autre méthode, l'injection de microbes tués inactivés ou de particules de microbes, seulement des particules, et qui permet de sensibiliser l'organisme contre cet agent pathogène. L'exemple, virus, cas de grippe, hépatite B, ou des bactéries, tétanos, choléra. Ça, concernant, chers élèves, la vaccination. Regardons que nos vaccins, il consiste à injecter dans l'organisme un agent pathogène, un microbe qui est atténué, qui a perdu son pouvoir pathogène, mais qui garde toujours son pouvoir immunogène. Qu'est-ce qu'il permet? De sensibiliser l'organisme contre cet agent et permet aussi la production des lymphocytes mémoire permettant une réponse secondaire postérieure qui est plus efficace. Maintenant, on va passer à un autre type d'aide immunitaire. Il consiste à la sérothérapie. Et pour étudier la sérothérapie, donc on vous présente l'étude suivante avec le graphe. Une personne n'ayant pas subi de rappel antitétanique depuis plus de 15 ans s'est profondément blessée sur le vieux fils de fer berbelé suivi de terre. Afin d'enrayer le développement éventuel du tétanos, le médecin procède à une sérovaccination. Donc, pour aider la personne, le médecin a proposé en même temps une sérothérapie qui consiste à quoi? La sérothérapie, c'est le traitement par le sérum. Et le sérum contient des anticorps. C'est en injectant le sérum ici, on a symbolisé en bleu, injection de sérum, qui va donner des immunoglobulines injectées qui sont déjà produites, existantes, et remarquons ici l'augmentation. Et aussi à une vaccination, ce qui est symbolisé ici en rouge. Après la vaccination, on suit le taux d'anticorps dans l'organisme. Donc, injecte d'abord un sérum contenant des immunoglobulines humaines purifiées. Ces immunoglobulines sont obtenues à partir du plasma de donneurs bénévoles par une technique de don de sang particulière. Ici, la plasmaphérèse, on prélève chez le donneur du plasma, mais pas les globules rouges. Donc, le médecin pratique ensuite une injection de vaccin antitétanique, suivie d'une deuxième, puis d'une troisième. Il a procédé à 3 injections. Ce qui est demandé expliquer les différentes variations du taux d'anticorps observés sur le graphe et comparer l'action de sérum dans la combinaison de 2 procédés. Donc, chers élèves, comment peut-on expliquer ces variations? En commençant par l'injection. Donc, remarquons, quand on injecte le sérum, on observe qu'il y a une augmentation du taux d'anticorps et puis il diminue. Ceci signifie qu'on a injecté des anticorps qui sont déjà produits, ce qui explique l'augmentation dans le sang, puis il diminue avec le temps.
Ils disparaissent dans la circulation sanguine. Mais quand on injecte le vaccin, on observe qu'il y a une augmentation faible, mais elle continue. La production, il demande du temps, regardons. Mais juste après deuxième injection et troisième injection, on observe qu'il y a une production élevée d'anticorps et une production qui est immédiate. Et là, chers élèves, nous allons maintenant comparer entre les deux types de vaccination et la sérothérapie. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, comme vous observez dans le tableau, la fabrication de vaccination, recherche et préparation d'un antigène à virulence atténuée, le cas de vaccination, on injecte un antigène qui est atténué, qui a perdu son pouvoir pathogène. La sérothérapie, comment on fabrique? Ce qu'on utilise, on obtenir d'anticorps spécifiques chez des donneurs immunisés par prélèvement sanguin. Déjà, l'organisme qui était immunisé contre un antigène, on prélève ces anticorps et on les injecte à une autre personne. C'est le principe de sérothérapie. Donc, l'utilisation ici d'anticorps déjà produits et qui sont spécifiques. Le mode d'emploi, injection successive avec des rappels. Pourquoi, chers élèves, des rappels? C'est pour toujours assurer une réponse qui est toujours plus efficace, une augmentation des quantités davantage élevées d'anticorps et ainsi une réponse plus efficace. Alors que c'est sérothérapie, injection intramusculaire massive d'anticorps. C'est le moment où il y a la maladie. Le mode d'action, constitution d'une mémoire immunitaire, le principe de vaccination, car il permet la formation, la production des lymphocytes mémoire qui gardent une idée ou la structure de l'antigène. Et à chaque fois qu'il y a un deuxième contact avec le même antigène, il y aura activation rapide et différenciation de ces lymphocytes en plasmocytes, par exemple LB en plasmocytes et LB mémoire, et aussi pour les lymphocytes T en têteuse, ce qui permet de détruire et d'éliminer l'agent pathogène. Pour la sérothérapie, réaction des anticorps contre les antigènes, c'est seulement le principe de neutralisation. C'est le cas, par exemple, chers élèves, lorsqu'il y a intoxication par des venins de serpent, par exemple, on procède à l'injection de sérum contenant ces anticorps. Et aussi l'efficacité de vaccination plusieurs années qui confère une immunité durant longtemps. C'est pour cela on dit que c'est une immunité qui est active et qui dure longtemps. Alors que pour la sérothérapie, elle est momentanée, à courte durée de temps. On dit que c'est une immunité passive contre la vaccination qui est immunité active. Et l'exemple ici, donc, par définition, la sérothérapie, injection d'un sérum contenant des anticorps spécifiques d'un antigène afin de protéger immédiatement un individu contaminé par cet antigène. C'est ce qu'on peut dire concernant la sérothérapie. Et ça, c'est un exemple d'immunoglobuline d'anticorps contre le tétanos. Le principe, ce sont les cellules immunitaires qui coopèrent entre cette coopération qui se fait via des substances chimiques sécrétées par certaines cellules immunitaires. Chers élèves, ça concernant la sérothérapie. Pour la troisième moyenne d'aide, on cite la greffe de moelle osseuse. Pour la greffe de moelle osseuse, consiste à quoi? À prélever chez un donneur au niveau de différents os plats, os du bassin, sternum, une quantité suffisante de moelle rouge. Après des traitements complexes, destruction des lymphocytes B et T matures, pour éliminer, pourquoi? Pour éliminer les réactions immunitaires qui peuvent se produire, parce qu'on va injecter des lymphocytes B qui sont actifs. La moelle prélevée est réintroduite dans le système circulatoire du malade. Les cellules injectées colonisent progressivement les os du receveur et les mécanismes immunitaires peuvent alors se rétablir. Et voyez dans l'image ici, lors d'une opération permettant de prélever la moelle osseuse d'une personne. Maintenant, en passant, chers élèves,
quelles sont les conditions de cette transplantation de la greffe de moelle osseuse. Les organes prélevés sur un donneur peuvent être identifiés par le receveur de la greffe connu étranger et donc déclencher une réaction immunitaire. Pour cette raison, 2 précautions sont prises lors d'une greffe. C'est important. On a schématisé ici, il faut qu'il y ait une compatibilité. L'étude de la compatibilité du donneur et du receveur. C'est important. Compatibilité du point de vue CMH. Et on a déjà vu ça. Le registre de greffe, il est lié à le type de complexe majeur d'histocompatibilité qui existe sur la surface des cellules. Et on a dit qu'il y a 2 types de CMH1 qui existent à la surface de toutes les cellules nucléaires, CMH2 seulement dans les cellules présentatrices d'antigènes. Ici, on cherche à la compatibilité entre le CMH du donneur et du receveur, la prise d'un traitement médicamenteux par le receveur après la greffe afin de diminuer sa défense immunitaire qui pourrait conduire au rejet de la greffe. C'est important aussi, il faut qu'il y ait un suivi et un traitement convenable par des médicaments pour empêcher les réponses immunitaires ou des réactions immunitaires qui peuvent se produire dans l'organisme. Donc, chers élèves, voyez-vous on a cité combien de moyens d'aide? 3 moyens. Le premier moyen, c'est la vaccination qui confère une immunité, confère à l'organisme une protection contre un agent pathogène en lui injectant un organisme, un microbe atténué ou une molécule atténuée qui permettent de constituer ou de produire des cellules qui sont mémoire, qui permettent une réaction qui est plus efficace. Deuxième moyen, on a parlé de la sérothérapie et on a vu que la sérothérapie consiste à injecter des anticorps prélevés d'une personne immunisée contre un antigène de façon spécifique qui permet de traiter la maladie et de renforcer la fonction du système immunitaire. Et troisièmement, la greffe de moelle osseuse, surtout pour les personnes qui souffrent de problèmes d'immunodéficience. Par acquise, on parle aussi d'immunodéficience natale. Dès la naissance, certains enfants souffrent de problèmes d'immunodéficience, d'où l'intérêt de leur injecter de la moelle osseuse issue d'une personne, mais à condition qu'il y ait une compatibilité. Chers élèves, on arrive à la fin de cette séance. Je vous remercie pour votre attention.